Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, c'est le splendide département des Landes qui nous ouvre ses portes. Nous allons, à travers 3 regards posés sur ce territoire, découvrir cette région d'exception, 2e département français par sa superficie. Sur la côte landaise, nous visiterons le petit port de pêche de Cap-Breton et son pittoresque marché aux poissons. La meilleure pêche, c'est ce qu'ils font ici. Ok. C'est des petits fileyeurs, dans la gestion des stocks, on est quand même très très bien. Puis nous plongerons à l'intérieur du pays, en passant par la forêt des Landes, qui nous réserve de bien belles surprises. Derrière en vol, c'est un héron cendré, plus classique. Enfin, c'est un paysage plus vallonné, la Chalosse, qui nous accueillera avec les fameuses et réputées vaches landaises. Attention, amateurs s'abstenir. Elles ne sont pas toutes dociles. Elles foncent sur l'écarteur, mais sur tout ce qui bouge. Dans ce voyage dans le temps, nous découvrirons ensemble les 1000 richesses d'un département magnifique à travers les témoignages de Landais passionnés. Pour commencer notre visite, nous allons sur le sud de la côte landaise. Bordée par de belles plages, elle est délimitée par la forêt des Landes et abrite des cités balnéaires très en vogue depuis plus d'un siècle. C'est sur la plage, ou plutôt dans l'eau, que nous rencontrons Damien. Il est photographe et l'un des meilleurs spécialistes au monde des photos de surf. Entre lui et les Landes, c'est une histoire d'amour et de famille, puisque sa grand-mère avait une maison de vacances à Osgore. Il y vit depuis près de 20 ans. Damien veut nous faire visiter cette ville où il a choisi de vivre. Il nous conduit au cœur d'Osgore pour nous montrer ce qui a fait de cette petite cité une station balnéaire d'exception. Dans l'entre-deux-guerres, de splendides villas ont été édifiées au bord du lac et en front de mer. Cette petite ville balnéaire est devenue une très belle cité-jardin où les maisons se fondent dans les pins. Et c'est sur les pelouses du golfe d'Osgore que Damien retrouve Claude Laroche, chercheur au service de l'inventaire général du patrimoine culturel de la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, donc Claude, on découvre ensemble une série de belles maisons basco-landaises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces maisons? Alors, faire un petit peu d'histoire, c'est que il y a donc en France des mouvements régionalistes en architecture qui se mettent en place à la fin du 19e, au début du 20e siècle, où on cherche à retrouver l'identité des pays dans lesquels on s'inscrit. Donc sur la côte basque, dès les années 1910 ou 1920, il y a une architecture néo-basque qui se met en place. Et ici à Osgore, on est dans la continuité de cela, on est vraiment, le Pays basque n'est pas loin. Et donc la formule qui va être mise en place dans ce régionalisme à Osgore, c'est non pas du néo-hollandais, mais un basque-hollandais qui va à la fois mêler des thèmes basques, les encorbellements, etc., ce soubassement très fort en pierre de la Rune que l'on voit ici, qui assoit vraiment très fortement la maison. On aura juste un tout petit élément qui va rappeler l'arrière-pays landais,
irlandais, c'est ce faux pan de bois avec ce remplissage en fausses briques qui rappelle là ici les constructions de l'arrière-pays irlandais. Et là ici on a une maison, là on voit elle est vraiment là en prise directe sur le golfe. Voilà, le golfe là ici joue le rôle de l'espace central arboré et gazonné. On a ce rapport de paysage qui est tout à fait fabuleux et qui marche très très bien. Et alors ici, le golf, c'est très important aussi dans la stratégie, parce qu'il y a une stratégie derrière tout ça, dans ces lotissements, dans ces stations balnéaires de cette époque-là. Ici, l'automobile est arrivée. On est en 1925, le début de la station, et les gens bougent beaucoup. Ils vont prendre un verre à Hendaye, ils vont venir faire un golf à Osgore, parce que Osgore a sa réputation, c'est la station des sports élégants. C'est son slogan de l'époque. Et effectivement, elle met son image sur cette notion d'équipement sportif, le Sporting Casino, le golf, des choses qui sont pas très courantes sur la côte, et les gens viennent ici pour cela. À partir des années 30, le Sporting Casino attira une clientèle élégante, fortunée et avide de jeux et d'activités physiques et sportives. C'était l'endroit à la mode où la haute société devait se faire voir. Claude guide Damien vers ce lieu, témoin des années folles. Voilà, Sporting, Casino, donc Casino, voilà, le jeu, l'enfer du jeu, le côté un peu corruption du jeu, mais en même temps la rédemption par l'activité physique. Voilà, on est à une époque où le corps commence à prendre de l'importance et donc on veut le marquer par cet équipement-là. Et donc ils vont ici faire un équipement qui sera donc un Sporting Casino, donc un casino où il y a les salles de jeu, où il y a la roulette, le baccarat, etc. Mais où il y aura aussi des équipements qui sont à l'époque des équipements rares. La piscine, les tennis qui étaient, les deux grands cours étaient là. Quand j'étais gamin, de mémoire, les terrains ils étaient là. Il y avait deux grands cours ici, donc le côté pelote basque, là aussi pour bien ancrer dans le territoire. Et on avait ici, dans la partie intérieure du bâtiment, on avait un cinéma dancing. Donc on a vraiment on a un complexe de plein de fonctions qui est mise en scène et mise en espace par 3 architectes qui vont essayer de démontrer que l'on peut construire un bâtiment public en style régional, en style inspiré de ce qui se passe dans l'arrière-pays. Tout à côté du Sporting Club, aujourd'hui classé monument historique, il y a le merveilleux petit port de Cap-Breton que vous devez absolument visiter. Il est l'unique port des Landes. Sa principale particularité est d'être posé devant une gigantesque fosse abyssale qui démarre à 300 mètres devant l'estacade. Formé par l'écartement de 2 plaques tectoniques, le gouffre de Cap-Breton atteint à quelques kilomètres des côtes la profondeur de 3500 mètres. Cette fosse abyssale permet aux pêcheurs du petit port de capturer des poissons rares sur nos côtes atlantiques. Ce sont des poissons de profondeur comme le thon et la bonite. L'autre originalité du port de Cap-Breton est que les marins pêcheurs des 19 bateaux peuvent vendre directement leurs poissons sans passer par une criée, en fixant leur propre prix. Ce matin, Damien a rendez-vous avec Nicolas Maquet, patron d'un restaurant du port et amoureux de ce petit marché. Là, 5,95 kg. Voilà, 4,30 € s'il vous plaît. Merci. Damien, bonjour. Salut Nicolas, ça En va? forme? Eh Ouais, ben, c'est très l'heure, bien. on va y aller. C'est l'heure de la quai, c'est l'heure peu de travail, là. c'est l'heure du marché. Ouais, il y a des belles choses, hein. Bah, là, ce que Nicolas et Damien doivent faire le choix des poissons qui vont être cuisinés pour les clients du restaurant. Sol blonde, j'en vois pas, on va essayer d'en dégoter. C'est l'époque de la bonite là, hein. Il y a plein de Ouais, bonites. ça, on est dedans. Là, ça y est, c'est parti depuis maintenant quoi, 3 semaines, Véro? Oui, ça fait, Hein, ça fait 3 semaines. La bonite, c'est sur la même famille que le thon. Techniquement, nous en cuisine, on va pas la cuire saignante comme le thon. On va la cuire entre rosé et à point, en évitant d'amener à point, sinon ça va être sec. Et en chair, c'est beaucoup plus ferme que le thon, mais et vraiment plus fin en goût. Bon là, il faut qu'on achète 2-3 parce Il faut que qu'on y sinon, va, allez on enchaîne. on va pas manger à midi, quoi. Allez, c'est parti. Donc Merci on va beaucoup. voir avec Véro, on va faire pour midi, on va faire 2 gros merlus pour faire nos pavés de merlus. Ouais, tu m'en fais 2 comme ça. Voilà. Ça c'est du merlu d'1 kilo à peu près, c'est Voilà, ça? non ça c'est les gros, ça on est sur Les gros. 2-3 kilos. 2-3 là. kilos, ouais. J'ai besoin de merluchon pour midi. Ouais. On va se mettre ça. 2, 4, 6, 7, 8. Ça, ils me les gratteront en cuisine. On va prendre de la lotte là un petit peu. Ouais, on va prendre un peu de l'autre pour midi. Non, mais c'est bien, je vais t'en prendre de belles là. On va en faire 2 comme ça. On est sur des beaux poissons.
Après, on a besoin un peu de bonite. On va en faire, on va en mettre 2. Ici, à Cabreton, l'avantage, ce sont des fileyeurs. Ouais. Il n'y a pas de pélagique. Un pélagique, en France, c'est interdit le pélagique maintenant. Mais le pélagique, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que là, tu ramassais la totalité du stock. Tu as un petit bateau qui lance le filet, un autre qui ramasse. Ça a des petits crochets, c'est des grandes bandes de filets. C'était catastrophique. Donc ça, c'est interdit. Pour la gestion des stocks, c'est la catastrophe. La meilleure pêche, c'est ce qu'ils font ici. Okay. C'est des petits fileyeurs. Après, c'est des petits bateaux. Ils ne sortent pas quand il y a des grosses tempêtes. Ils ne sortent pas quand il y a trop d'eau. Ils ne sortent pas quand il y a trop de vent. Ouais. Mais au moins, dans la gestion des stocks, on est quand même très très bien. On peut leur demander plein de choses. Ok. Il y a de quoi manger alors. On a quoi, on a quoi se régaler. Se faire à manger, ouais. Et là, on part en cuisine. Allez, on va aller faire un tour. Hein. C'est parti. En cuisine, tout est bon pour préparer ces poissons sortis de l'eau quelques heures plus tôt. Ils sont cuits sur une plancha à feu très vif, accompagnés de petits champignons, d'herbes aromatiques et autres ingrédients, sous l'œil vigilant de Nicolas. Ça va être des merluchons. Ça, c'est des beaux merluchons, ça. C'est bien le porte-cabreton. Et voilà, mademoiselle, un merluc de l'espagnol. Hop là. Les merluchons, lottes, bonites sont servis dans la salle du petit restaurant de Nicolas qui virevolte d'une pièce à l'autre. Chaque jour, il réinvente ses recettes pour cuisiner les poissons du marché. Les clients viennent de loin pour s'installer à cette table réputée. On a une bonite avec un coup de piquillos, huile au basilic et polenta à l'estragon. Et après le coup de feu, il n'y a plus qu'à se mettre à table. Damien Gourmand veut goûter à tous ces plats. Et là, on a une lotte avec une huile au chorizo et une purée au basilic. Ça a l'air excellent. Cool, hein. Bon appétit. C'est parfait, Nicolas. Super. Excellent. C'est autour des années 60 que les tontons surfeurs mettent à la mode sur les plages voisines du Pays Basque le surf venu d'Hawaï et d'Australie. Mais très vite, c'est sur les plages des Landes, considérées comme les plus belles d'Europe, que la mode du surf se propage. Et c'est le gouffre voisin de Cap-Breton qui assure toute l'année une houle importante. Ces plages font partie aujourd'hui des plus beaux spots de surf d'Europe. Paul, comme son père avant lui, est l'un des meilleurs surfeurs de la région. Au volant de sa vieille 4L, il conduit Damien vers son atelier où il fabrique des planches de surf pour lui et ses amis. Tout en menant ses études, Paul fait le métier de shaper, nom donné à celui qui fabrique des planches de surf, des boards en anglais. C'est la toute première board que j'ai fait. Tac. Et Father and Son, c'est un rapport avec ton père, avec qui t'a appris à surfer, c'est ça? Quand j'avais 12-13 ans, j'ai fait celle-là avec mon père. Et donc d'où le nom Father and Son, parce que comme j'étais trop petit pour utiliser le rabot électrique, tu vois, c'était lui qui faisait, et puis on a continué à en faire. Et du coup, on a trouvé le nom comme ça, et puis j'ai créé le logo. Okay. Et voilà, et puis depuis, ça a évolué, et j'ai commencé à faire des planches en résine. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est marrant parce que une des premières photos que j'avais sorties, c'était ton père qui m'a demandé de te prendre en photo sur tes... J'ai une photo de toi, t'es comme là. Ça, ouais. Grave, tu prends une vague microscopique et cette photo, elle avait fait la couverture de l'office de tourisme d'Osgore, c'était assez marrant d'ailleurs. Ouais, c'était fun. T'étais pas bien grand, hein. Je sais pas quel âge t'avais, Je sais mais... pas, je crois que j'avais 7 ans. Ouais, pas, je sais pas. T'étais pas bien grand. Du coup, t'attaques le shape là, je peux faire quelques photos là pendant que tu manies le rabot, c'est bon? C'est possible? Ouais, carrément, bah, vas-y. Allez, bah du coup, je vais peut-être tourner autour de toi. Ouais, bah mets-toi où tu veux et puis... Ouais, ça marche. Je te laisse faire, je suis. Tac. Un shaper, en fait, c'est le terme anglais, donc fait un façonné. Et donc, c'est des planches. On façonner une planche de surf, shaper une planche de surf. La fabriquer de A à Z. La fabriquer de A à Z. Le shape d'une planche se fait à partir d'un pain de mousse que l'on dégrossit. Puis, la planche est recouverte de fibres de verre et de résine. Il faudra encore de longues journées de travail à Paul pour terminer cette planche qui saura résister aux puissantes vagues de l'Atlantique. Mais pour apprécier les charmes de la côte landaise, il faut se lever tôt. À 6 h du matin, Damien et Paul ont rendez-vous avec Nicolas, Olivier et d'autres surfeurs. Il faut marcher plus d'1 kilomètre à travers la forêt pour accéder à une superbe plage connue des seuls surfeurs.
À la belle saison, avant d'aller travailler, ils viennent sur cette plage isolée pour profiter des plus belles vagues de la côte. Plus qu'une passion, le surf est un véritable mode de vie. On va juste se partager un petit moment avant d'attaquer la journée là. Et voilà, on va essayer de se choper quelques petites vagues, de se faire plaisir. On a vraiment une existence misérable. Obligé de surfer entre copains, des endroits où il n'y a personne. Non, dès qu'on peut surfer, en tout cas, on va surfer. C'est pour ça qu'on a choisi d'habiter ici. On habite tous à peut-être moins de 10 minutes de la plage. L'avantage des Landes, c'est qu'il y a tout le temps des vagues. Donc ça, c'est quand même aussi pour ça que la région elle est connue, c'est parce qu'il y a tout le temps des vagues à prendre. Il y a de quoi surfer, hein, regarde. Ouais. Attention. Vincent, il va toujours trouver des vagues, Vincent. Je vais essayer de les rejoindre là. Ce qui est compliqué, c'est que la mer est descendue très vite. Ils sont un peu éparpillés, ils sont un peu partout. Il y en a qui prennent des gauches, d'autres des droites. Mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Il faut beaucoup de souffle et une condition physique parfaite pour lutter contre la force des vagues. Et puis Damien doit trouver la bonne distance avec les surfeurs pour faire une belle photo sans prendre une planche sur la tête. Dans ce groupe d'amis, Paul, notre shaper, est le plus jeune. Et c'est ici qu'il vient tester ses planches de surf. Tu me disais que tu connaissais tous les chemins là pour venir ici. Tu peux nous dire pourquoi tu viens surfer ici et ce que tu recherches quand tu viens ici? Il y a la plage juste pour nous, il n'y a personne. On est tranquille et puis c'est un peu l'endroit entre guillemets réservé, un peu protégé encore de la foule, donc c'est bien de pouvoir se retrouver ici, quoi. Paul enchaîne de nombreuses compétitions en France et en Europe, et quand il rentre chez lui, il se précipite sur ces plages à la recherche de la vague. Et quand tu rentres à la maison, même s'il n'y a pas trop de vagues, qu'il fait froid et tout l'hiver, t'es content d'être là, tu vois, de te retrouver un peu seul, de te perdre dans les pins, là, d'aller faire un petit tour avec la 4L. Et... Ah, j'adore être ici. Pour continuer notre périple dans ce beau département, nous allons quitter la côte pour entrer dans les terres, direction plein est, vers Mont-de-Marsan, porte d'entrée de la forêt des Landes. Cécile Chéry-Dubourg est agricultrice. Ancienne journaliste, elle possède une ferme au cœur de la forêt. Elle y cultive du maïs, des asperges et du safran. Avec son mari, elle accueille de nombreux touristes car ils possèdent 2 écogîtes. Si vous avez la chance de résider chez eux, Cécile vous fera découvrir avec le sourire les lieux touristiques de son département, mais aussi les secrets que renferme la forêt de pins des Landes. Notre découverte de la forêt des Landes commence par Mont-de-Marsan. Située à mi-distance entre l'océan Atlantique et la chaîne des Pyrénées, au sein de la plus grande forêt d'Europe, Mont-de-Marsan est la préfecture du département. La ville fut fondée au Moyen-Âge autour de ces 3 rivières, sur la voie de Vézelay, chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle était autrefois la principale ville fortifiée des Landes et on peut aujourd'hui retrouver de nombreuses traces de son passé au détour des ruelles de la ville. Cécile a rendez-vous sur le point haut de la cité, le donjon La Cataille. Tour crénelée monumentale, elle fut construite au début du XIIIe siècle pour protéger la ville. Cécile retrouve Céline Nolibois, guide conférencière de Mont-de-Marsan. Bonjour. Bonjour Cécile, Céline, enchantée. Enchantée. Alors ici on est sur les toits de Mont-de-Marsan en fait. Tout à fait, on a un panorama vraiment unique sur la ville de Mont-de-Marsan avec quelques monuments clés. Ici nous avons l'église de la Madeleine, la place du Général Leclerc avec la mairie et puis en contrebas le complexe du Midou. D'accord. Et alors ce que l'on sait moins de Mont-de-Marsan, c'est que c'est une ville médiévale? Oui. Effectivement, donc c'est une ville qui a été édifiée par Pierre de L'Aubanner au XIIe siècle avec un château vieux bâti à la confluence et une forteresse, des remparts qui ont permis de protéger la ville et de garder le port fluvial.
Et donc là, nous sommes aussi sur le donjon La Cataille. Tout à fait, c'est le donjon La Cataille qui vient du verbe catar en espagnol, surveiller, protéger, puisqu'il avait à l'origine un moyen défensif par rapport à cette muraille, mais surtout il est constitué par la réunion de 2 maisons bourgeoises du XIVe siècle et il abrite le fameux musée d'Espiau-Vlerick. En redescendant de la tour, arrêtez-vous absolument dans le merveilleux musée d'Espiau-Vlerick, niché dans les étages du donjon. Depuis 1962, il abrite près de 22 000 splendides sculptures figuratives françaises du XXe siècle. La richesse de ses collections vous émerveillera. Céline guide Cécile vers le bas de la ville, au bord de la rivière Midouze. Mont-de-Marsan était un port fluvial très important et actif depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. On dit de Mont-de-Marsan que c'est la ville aux 3 rivières. Oui, donc Mont-de-Marsan, elle est surnommée la ville aux 3 rivières. Autrement dit, nous avons le Midou qui coule au premier plan, la Douze qui se rejoignent ici à la confluence ou au confluent et qui forment une 3e rivière nommée la Midouze jusqu'à en amont de Tartas où elle se jette dans la Dour jusqu'à Bayonne. Et donc c'était une voie navigable? Oui, donc la Midouze était la seule voie navigable. Donc on imagine que Mont-de-Marsan était un port fluvial important et actif depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Et donc des gabarres ou des bateaux à fond plat tels que les galupes permettaient d'embarquer des marchandises de l'arrière-pays, donc à savoir du blé de l'Armagnac, des eaux-de-vie, des vins, mais aussi du goudron, du miel, du bois, de la lande, pour être transportés par ce fleuve jusqu'à Bayonne. Étaient importés ensuite d'autres produits tels que le sel, tels que le poisson, les draps et les fromages de Hollande. Donc il s'est instauré un véritable négoce à ce carrefour d'échanges névralgiques. C'était surnommé vraiment le grenier de toutes les Landes. D'accord. Aujourd'hui, cet ancien espace de négoce est un lieu totalement restauré et emblématique de la ville. Si vous devez y faire une photo souvenir, c'est ici qu'il faut venir poser. Après notre visite de Mont-de-Marsan, Cécile nous guide près de son village, plongé dans la forêt landaise, qui appartient au massif des Landes de Gascogne, le plus important massif forestier d'Europe. Cette forêt landaise a été totalement créée par l'homme. Les pins ont été plantés à la fin du XVIIIe siècle pour stabiliser et assécher le sol sablonneux et humide. Au XXe siècle et jusqu'à nos jours, ces forêts sont exploitées pour la fabrication de meubles, de planchers et de pâte à papier. Cécile veut nous faire rencontrer un de ses amis, Denis Lanus. Il est le maire de son village et le spécialiste du territoire forestier landais et de sa faune. Salut Denis. Salut. Ça va? Ouais. Bon alors c'est la bonne heure pour aller à la lagune? Oui, on va aller jeter un petit coup d'œil là tant qu'on a un petit peu de temps, voir le bétail comment il va, et du coup sur des horaires comme ça permet d'évaluer un peu ce qu'il y a aussi comme espèce animale, oiseaux, notamment les nichés là sur la fin de journée, ça sera en principe le bon moment. Donc là il y a les vaches? Oui, là tu vois elles sont là pendant 3 mois et on travaille sur une race en voie de disparition qui est la vache marine landaise. Et là, on les installe sur le site lorsque la végétation est en pleine croissance pour router et entretenir le site au niveau de la végétation qui entoure la lagune. Cécile et Denis nous guident vers un endroit préservé, petit paradis qui ressemble à ce qu'étaient les Landes il y a 2 siècles. C'est la lagune de La Tapie.
L'enjeu, c'est la biodiversité, c'est maintenir des espèces? Bien sûr. En fait, les lagunes de Haute-Lande sont des milieux très très particuliers. Du fait de la composition minérale du sol et donc de la végétation qu'il y a autour, donc de la faune qu'il y a dessus, ça va de l'insecte, des amphibiens jusqu'aux oiseaux. Donc on a des espèces endémiques qu'on ne retrouve que sur ces milieux-là. Et cette diversité, on ne la maintiendra qu'en conservant le caractère humide et le caractère comme ça ouvert, à des stades assez jeunes, des milieux environnants. Ah, ils tournent tous là. Non, ils sont nombreux, ouais. Ces lagunes protégées sont riches en espèces animales. Elles donnent refuge à des milliers d'oiseaux qui changent selon les saisons de migration. N'oubliez pas vos jumelles. Les bords de ces étangs sont des endroits idéaux pour les observer. Ah, ils sont peinards là. Voilà, mais très furtif, ça passe sous la molinie, ça nage, hop. Après derrière en vol, c'est un héron cendré, plus classique. C'est des monstres. Alors les hérons, ils sont... là, ils pêchent les grenouilles, les amphibiens, mais aussi les poissons, puisqu'il y a du brochet sur le site. Ah ouais. 75% des lagunes ont disparu dans les Landes du fait de l'assèchement des marais. Vaches et bonne gestion permettent aujourd'hui de vous accueillir dans ces petites réserves où le temps semble s'être suspendu. C'est donc une gestion humaine très précise qui permet de garder à ces miroirs d'eau leur cadre naturel. Laissant la lagune de la Tapie et les magnifiques oiseaux qu'elle abrite, nous partons maintenant pour un voyage à travers le temps. C'est à bord d'un train centenaire que nous allons remonter au 19e siècle et traverser une petite partie de la Lande. Cécile nous embarque vers un lieu qu'elle connaît bien et qu'elle aime particulièrement, l'écomusée de Marquez. Ce musée à ciel ouvert reconstitue l'habitat agricole tel qu'il était avant 1900, avant que cette région désertique ne soit exploitée par les sylviculteurs, les planteurs de pin des Landes. Les habitations agricoles étaient regroupées en érial, un vaste espace que l'on trouve uniquement dans les Landes et qui correspond à une clairière, quelques maisons et leurs dépendances. La conservatrice de l'écomusée, Florence Raguenès, attend Cécile sous un chêne centenaire au beau milieu de la clairière. Bonjour Cécile. Florence, enchantée. Enchantée. Et alors moi, j'adore venir à Marquez. C'est un lieu que je trouve magique. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. Très bien. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir les petits secrets de l'écomusée. On peut commencer par la maison de maître, par exemple. Allons-y. Donc là, on est au cœur de l'écomusée. Oui, l'écomusée de Marquez, qui, quand il a ouvert ses portes en 1970, a eu la volonté de reconstituer ce quartier-là tel qu'il était en 1890. Alors 1890 parce que c'est une période clé qui démontre l'évolution du territoire, le passage de la lande à la forêt industrielle et une évolution vraiment majeure des modes de vie ici. Et donc c'est la maison de maître de l'Érial. Oui, c'est... La maison, alors celle-ci était encore dans le quartier de Marquez en 1970, lorsque l'écomusée a ouvert ses portes. Et combien de personnes en fait vivaient sur l'Érial de Marquez ? Alors ici, on avait environ une cinquantaine de personnes qui vivaient dans un espace assez ouvert et libre, puisqu'il n'y avait pas de clôture, de séparation entre les différentes maisons. Et pourtant, on a différents statuts sociaux. On a la famille du maître, donc le propriétaire du quartier ou d'une partie du quartier. On a les métayers qui allaient élever les moutons et travailler les terres. Et puis le brassier, la famille du brassier, donc, qui porte ce nom, alors non pas en référence à la bière, comme souvent on peut le penser, mais plutôt parce qu'ils n'ont que leurs bras pour travailler. Donc c'est vraiment la catégorie la plus modeste. Et alors moi, ce que j'adore dans ces maisons hollandaises, c'est cette pièce centrale avec la distribution des autres pièces autour. Oui, la salle commune, effectivement, qu'on retrouve dans la plupart des maisons, avec cette organisation, donc la salle bordée de chambres. Donc on très trouve sobre. Très sobre, voilà, ouais. Effectivement. Et les lits, donc, sont équipés de grands drapés. Je suppose que c'est pour s'isoler de la température. Oui, voilà. Alors s'isoler du froid, de l'humidité, mais également des regards, parfois, puisque parfois, dans certaines chambres, plusieurs générations dormaient. Donc, il peut être intéressant d'avoir un ciel de lit et un rideau de lit pour se cacher, tout simplement, pour se changer, etc. Il y a la maison du brassier, celui qui louait au maître sa force de travail.
Et donc on retrouve cette treille quasiment sur tous les bâtiments? Oui, c'est vrai que sur la plupart des maisons, on a cette treille qui a à la fois une fonction décorative, qui permet de garder un petit peu d'ombrage et donc de fraîcheur l'été, et puis pour également s'assurer un petit peu de vin, alors qui ne va pas être forcément excellent, mais qui permettra de donner un goût un petit peu amélioré à l'eau. Alors là, c'est carrément plus petit, et là, il n'y a pas de plafond. Voilà, c'est bien plus modeste, effectivement. C'est la maison la plus modeste du quartier. La vraie spécificité, c'est le fait qu'il n'y a même pas de plafond. Donc, on a des ciels de lit encore plus épais que dans les autres chambres des autres maisons. Et effectivement, ça donne vraiment idée du niveau de vie des familles qui vivaient ici. Ouais, la maison des courants d'air, là. Également, voilà, puisqu'il n'y a pas de vitrage. Et donc, oui, il y a des barreaux. Juste des barreaux et des lourds rideaux pendant l'hiver pour isoler un petit peu. D'accord, et donc là, il y avait quoi? Il y a 2 chambres et le foyer, quoi. Voilà, c'est vraiment très très simple comme disposition, puisque, bon, de toute façon, le brassier a une journée de travail assez longue, donc il passe peu de temps dans sa maison, il fait qu'il mangeait et y dormir. La vie de ces ouvriers agricoles a été captée par un jeune homme de 30 ans, Félix Arnaudin, qui en 1890 a pris conscience de la transformation de la lande, gagnée par les premiers pins que l'on commençait alors à planter. Il a voulu, armé de sa boîte à images, photographier ces modes de vie, ces paysages, cet habitat qui disparaissait. Grâce à Cécile, nous avons aujourd'hui une chance extraordinaire. Florence, la conservatrice du musée, accepte de nous ouvrir les réserves où sont entreposés les tirages originaux des photographies. Alors c'est un fond photographique ancien, donc on manipule avec les gants, puisque de nombreux tirages originaux ont malheureusement été perdus par des méthodes de conservation peu adéquates. D'accord, et oui, on voit des gens en fait en train de travailler, en fait c'est des scènes quotidiennes. Voilà, tout à fait, mais qui parfois étaient complètement mises en scène, puisque finalement ces modes de vie, dans la deuxième moitié du 19e, avaient déjà disparu, ou vraiment pour certains. Donc Félix Arnaudin a artificiellement reconstitué des scènes de travail, de moisson du seigle, ou par exemple. Donc il convoquait des figurants, il leur demandait de venir avec tel outil, tel vêtement, à telle heure, pour avoir telle lumière, et parce qu'il avait vraiment une idée précise de la scène qu'il voulait photographier. Cette démarche était peu comprise à l'époque, mais aujourd'hui on la loue évidemment avec respect, puisque sans cette volonté farouche, on n'aurait pas de traces comme ça de cette société du 19e siècle. Pour pénétrer plus profondément dans la forêt des Landes, Cécile veut nous emmener faire un voyage étonnant et dépaysant sur un cours d'eau surnommé la Petite Amazone. Point de départ de la promenade, la base nautique de Mexico. Et c'est avec Dominique Antalic, le président de l'association de loisirs, que nous embarquons. Donc là, évitez de tomber à l'eau. À droite ou prégayer à gauche? Ah, là peut-être comme ça. Comme ça? Allez, vas-y. Donc moi, je fais toujours dans le même sens, c'est toi qui gères? Oui, tout à fait. À l'arrière, c'est moi qui dirige. Ah, c'est royal, j'ai rien à faire alors. Toujours à droite. Au XIXe siècle, la laire a tenu un rôle important puisqu'elle servait au transport du bois. Puis, au milieu du XXe siècle, ce trafic est abandonné. La végétation a repris ses droits. Et la rivière, elle est navigable comme ça sur une longue distance? Tout à fait, enfin tout le long. Depuis la base de Mexico, il est navigable jusqu'au niveau du bassin d'Arcachon. Voilà, donc on peut faire l'intégralité de la rivière en plusieurs jours. C'est donné pour 3 à 5 jours de navigation. Une balade vraiment très sympa à faire. Et cette rivière, qui est d'ailleurs un fleuve, hein, puisque ça se jette dans le bassin d'Arcachon. Je ne savais même pas la différence entre rivière et fleuve. Fleuve, c'est qu'elle se jette directement dans la mer. Voilà, le fleuve, c'est un cours d'eau qui va se jeter dans la mer ou dans l'océan. D'accord. Et comme la laire se jette dans le bassin d'Arcachon, qui lui-même se jette dans l'océan, c'est un fleuve. La laire, qui court sur ses 110 km à travers les Landes, permet au bassin d'Arcachon, grâce à un effet de chasse, de ne pas s'ensabler. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que tu vois sur les berges tous ces arbres qui sont penchés. Ça, c'est ce qu'on appelle la forêt-galerie, d'où le surnom de la laire qu'on appelle la Petite Amazone.
C'est parce qu'en hiver, il faut voir que la crue a un niveau d'eau de 2 mètres. Là, on est à 40 cm, ça monte bien à 2,50 m. Ah ouais. Donc ça érode les berges en sable. Tu as les arbres qui se penchent, comme on voit là, qui font un tunnel végétal tout à fait naturel. Et au fil de l'hiver, ils tombent progressivement dans l'eau. Donc on n'imagine pas qu'en hiver, la rivière qui est si tranquille là peut être vraiment dangereuse. C'est vrai que c'est une rivière vraiment magnifique. On est vraiment en immersion totale dans la nature. Et c'est vrai que bon, moi je m'en lasse pas. Pour notre 3e regard sur le département des Landes, nous changeons totalement de décor. C'est la Chalosse qui nous accueille avec un territoire vallonné. Et c'est Christian Lafargue, un ancien gendarme, enquêteur sur des affaires criminelles qui va nous guider. Né à Dax, il vit aujourd'hui au cœur de la Chalosse. Il aime parler de sa région et c'est en sa compagnie que nous allons mener l'enquête pour mieux connaître les trésors que renferme ce magnifique territoire. Christian veut nous faire découvrir Saint-Sevé, petite ville de 4000 habitants au cœur de la Chalosse. C'est l'une des plus importantes cités du Moyen-Âge des Landes, située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est dans la magnifique église abbatiale de Saint-Sevé que Christian a rendez-vous avec Virginie Masson-Pellegris, la directrice de l'Office du tourisme de la ville. Bonjour Virginie. Bonjour Christian. Ça va bien? Oui. C'est superbement éclairé. C'est très très beau, effectivement. Tu es ici dans l'église abbatiale bénédictine de Saint-Sevé, qui a déjà des dimensions, comme tu peux le voir, qui sont assez imposantes. On est tout de même sur une église abbatiale qui fait 75 mètres de long, 35 mètres de large au niveau du transept et 20 mètres de hauteur. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'abbatiale enferme quelques secrets qui la rendent totalement originale. Tu as pu voir les dimensions incroyables de l'abbatiale. Et là, maintenant, ce que je voulais te montrer, c'est ce plan tout à fait caractéristique donc de Cluny 2 avec 7 absides échelonnées. Tu vois, on peut les compter. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 là-bas. D'ordinaire, on a des absidioles qui rayonnent autour d'un chœur, alors que là, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est tout à fait rare. Et c'est donc le plan initié au XIe siècle sous l'abbatiat de Grégoire de Montaner. Ce fameux abbé qui arrive au début du XIe siècle, qui est très puissant, qui va à la fois magnifier cette église et surtout qui va la décorer. On a 150 chapiteaux dans l'abbatiale, donc déjà en soi c'est énorme. Et sur les 150, tu en as 77 qui sont romans. Je vais te présenter le premier chapiteau. Lui, il a des couleurs très douces et surtout, regarde comme il est simple, épuré et finalement très beau. Tu as 2 séries de feuilles d'acanthe nues, une polychromie qui est assez sobre, plutôt douce. Donc là, on est sur un chapiteau roman, vraiment la première période du roman. Donc suis-moi Christian, on va laisser ce premier chapiteau, je vais t'en montrer un second, où tu vas voir l'évolution esthétique indéniable. Dans tu vois, ça se voit déjà rien qu'à l'œil nu. Là, ça y est, on nous raconte une histoire. C'est ce qu'on appelle les chapiteaux historiés. Et donc là, on est toujours sur un chapiteau du XIIe siècle qui relate l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel qui était un prophète de l'Ancien Testament. Et donc il se retrouve jeté dans la fosse aux lions parce qu'il a prié Dieu et non pas le roi. Là, tu vois, on le voit, il tire la langue de 2 animaux qui ressemblent... Il l'a vaincu certainement ou... Oui, en fait, les lions n'ont pas voulu l'attaquer. Donc voilà, il s'en est sorti comme ça. Mais tu as vu les lions de l'époque du XIIe siècle, évidemment, c'est des têtes de lions telles que nous, on ne les connaît pas. Parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient probablement jamais vu de lion. Donc c'est tout de même assez imagé. Mais là, tu as quand même une jolie scène romane donc de Daniel dans la fosse aux lions. Et tu vas voir, le troisième que je vais te montrer est encore plus précis, encore plus travaillé, l'esthétique est encore plus fine et plus jolie. Regarde comme il est beau, comme il est précis. C'est tout de même un chapiteau du XIIe siècle qui est arrivé jusqu'à nous dans cet état, dans cette magnificence-là. Ce chapiteau historié relate ce qu'on appelle le banquet d'Hérode, ou la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Tu as en fait 3 niveaux de lecture. Tu as la scène centrale, la scène de droite et ensuite la scène de gauche. Et au-dessus, tu vois un visage assez démoniaque. Ça, c'est une espèce de démon qui entoure les personnages.
Tout ça pour dire que le travail de précision sur les expressions, sur les émotions est très très fort sur ce chapiteau. La légende, juste en dessous, en fait un peu comme une histoire, une BD de maintenant, tu as la légende juste en dessous qui date du XIIe siècle et qui relate totalement cette scène-là. À Saint-Sevé, il y a beaucoup d'autres trésors que vous pourrez visiter. Mais avant de partir, Christian veut nous faire goûter la spécialité de la petite ville. Il nous emmène vers Isabelle Barrère, la pâtissière de Saint-Sevé, qui délivre à un groupe de visiteurs sa célèbre recette de tourtière de chalosse. Et Isabelle veut nous faire un cadeau. Elle nous emmène dans le Saint des Saints, son atelier de fabrication, où elle va nous montrer ses secrets si bien gardés jusqu'à ce jour. Donc Sylvie prépare la pâte juste à ta gauche. D'accord. Voilà, on la voit en train de bouler la pâte. Oui. Céline, cette pâte, elle va l'étirer. Elle l'étire. C'est elle la spécialiste. D'accord. Après Céline, arrivent Julie et Françoise. Elles montent le gâteau. Donc tu vois bien, elles ont fait des ronds. Oui. Donc Julie, elle met les pommes. Ah, qu'est-ce qu'elle met là? Donc, ah oui, c'est le fameux jus, le petit secret qui fait le goût spécifique de la tourtière landaise de Saint-Sevé. Voilà, jusqu'à la dernière touche finale. D'accord, elle a façonné, voilà. elle est prête à cuire. Voilà, je te montre, tu vois. Le jus, on voit bien qu'il circule. Et ça coule pas. Ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Si la tourtière est bien fermée, ça ne coule pas. Très bien. Voilà. Après 40 minutes de cuisson à 210 degrés, vous pourrez déguster cette tourtière délicieuse ou la retrouver dans les meilleures pâtisseries de Saint-Sevé. Autrefois, la tourtière était un dessert de fête et tient son nom du plat qui sert à cuire les tourtes salées. Sa pâte extrêmement fine lui a donné le surnom de voile de la mariée. Avec regret, nous allons quitter Saint-Sevé pour faire un voyage merveilleux dans un château pas comme les autres. Au cœur de la Chalosse, se dresse le remarquable château de Gaujac. Bonjour. Bonjour monsieur. Ancien pédiatre de Bordeaux, Philippe Casdevant fait visiter sa demeure étonnante en costume. Bon, Christian, nous allons faire le tour de cette demeure du Marquis Sourdis. Je vais vous demander de vous mettre un peu au diapason de ma tenue. Dans la même famille depuis des siècles, le château de Gaujac frappe par son apparence. C'est un édifice unique en Europe, construit comme une villa gallo-romaine et classé monument historique. Bon, Philippe, nous voilà dans votre belle demeure, votre château, mais qui ne ressemble pas à un château. Je ne m'attendais pas à... Voilà, écoutez, venez au centre de cette cour à péristyle et vous allez comprendre un petit peu que nous sommes au centre du monde. C'est une cour qui est orientée et dont les angles marquent les points cardinaux principaux et les milieux des façades des points cardinaux secondaires. Et nous sommes sous la protection des dieux de l'Olympe. Vous avez au nord-ouest Athéna qui symbolise l'eau, au sud-ouest la tête de Méduse qui symbolise la terre, au sud-est Apollon, Phébus, le feu, et au nord-est Héraclès, l'air, les 4 éléments. Vous avez 44 arcades et 48 chapiteaux grecs. C'est un rectangle d'or légèrement ouvert vers le levant, légèrement ouvert vers le couchant, comme si on voulait accueillir le premier rayon de soleil et garder le dernier. C'est François de Sourdis, lieutenant général des armées du roi Louis XIV, qui entreprend en 1686 la construction de cette demeure. Cet homme de culture fait appel à Mansart, l'architecte du roi Soleil, pour en tracer les plans. Grâce à notre guide, vous pourrez tout apprendre sur la longue lignée de la famille de Sourdis en visitant les splendides appartements du château. Bien, alors si nous rentrons maintenant dans la chambre dite du cardinal, pour honorer François de Sourdis, cardinal archevêque de Bordeaux, dont vous avez ici le portrait par le Bernin. Lui, c'est l'aîné des Sourdis, c'est un compagnon d'armes d'Henri IV à 15 ans. C'est une vocation religieuse de 18 ans dans à Rome et c'est un cardinal à 23 ans. Le
C'est par la porte sud que nous quittons le château et notre hôte pour aller dans les jardins voisins. Ils ont été créés par Jean Tauby, pépiniériste. Cet homme extraordinaire a fait pousser en 30 ans un jardin merveilleux qui rassemble des arbres et des plantes du monde entier. Mais tendez l'oreille, car Jean Tauby a un jardin secret, une passion qu'il accepte de partager avec nous. Suivi par des équipes de scientifiques de différentes nations, il a mis en place un domaine de recherche qui va vous étonner. Il s'agit de la phytoneurologie. Alors le procédé lui-même, il est assez simple. Disons que la plante possède de l'électricité, comme n'importe quel être vivant. Donc il y a eu une première expérience à la NASA qui a été très importante, qui a pu définir qu'effectivement la plante pouvait avoir son état électrique changé en fonction des gens qui étaient dans la pièce, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils pouvaient entreprendre, etc. Et donc l'activité électrique était vraiment liée à la présence des gens et à ce qu'ils faisaient. Pour capter la vibration des plantes, on met un capteur sur racine, un deuxième capteur sur feuille, et on va capter la différence de polarité électrique entre racine et feuille, ou fleur, le cas échéant. On aura donc une vibration, et on va dire qu'à telle crête, on va donner telle note, à telle crête, on va donner telle note, et donc nous, on va transcoder en son. Donc, j'allume ici. Alors là, qu'est-ce qu'on entend? On entend, la plante en fait au moins deux choses. La première chose, c'est qu'elle va avoir une structure vibratoire liée à son espèce. Là, on a branché quoi? Un Tricertis, qui est une plante vivace japonaise. Et puis le deuxième, ça va être des structures de son qui correspondent aux vibrations que la plante reçoit. Et que l'on va, par ce capteur, pouvoir comprendre. Mais elle va aussi capter des tas d'informations, comme par exemple, le groupe japonais a pu déterminer des ondes que la plante captait qui étaient vraiment liées à la prévention des séismes. Et aujourd'hui, il peut prévoir un séisme globalement force et épicentre 48 heures à l'avance, ce qui est largement suffisant au Japon pour évacuer la zone nécessaire. Voilà. Et il a mis en évidence aussi par ce phénomène-là qu'on sait bien que les animaux fuient les grandes catastrophes avant qu'elles arrivent, quelques heures avant. Eh bien, apparemment, ce sont les plantes qui ont prévenu les animaux. Donc on est bien là en présence d'une forme d'intelligence. Jusqu'où ça va aujourd'hui, on ne peut pas le dire, mais c'est tout à fait impressionnant. Nous ne pouvons pas quitter le département des Landes sans faire un tour par les célèbres courses de vaches. Christian en est un passionné. Il nous guide chez une de ses amies, Marie-Claire Belloc, qui dirige une ganaderia, un élevage de vaches landaises. Tiens, ça va? Elles sont sages aujourd'hui? Toujours, oui. Comme moi. Toujours Oula, sages, ces filles. On les a très près, là, hein? Non. Non, il n'y a pas de danger? Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Je suis courageux, mais pas téméraire. Pas téméraire, hein? Non. Mais il faut l'être un peu. Il y en a combien? Il faut prendre du risque. Tu en as combien, là? En tout, il y a un peu plus de 130 têtes. C'est du bétail sauvage, oui. Puisque la vache landaise n'a que le nom. C'est la Oui. femelle du taureau de combat de corrida, hein? D'accord, oui, oui. Ou la sœur ou la mère. Oui, oui. Marie-Claire, qui dirige cet élevage, possède aussi une quadrilla, une équipe qui, chaque fin de semaine, pratique la course landaise. Ta quadrilla, c'est combien d'hommes? J'en ai 11. 11. En tout. Alors, les écarteurs, Sauteurs, j'ai 2 sauteurs. cordiers Entraîneur et entraîneurs. et cordier. D'accord. Voilà, ça se compose D'accord. comme ceci. C'est toi la ganadère. Mais dans ton équipe, qui c'est qui prépare le bétail après pour la course C'est les vachers Ouais. qui, eux, vont préparer les coursières, c'est-à-dire que vont leur faire l'emboulage des cornes, les monter au camion, les attacher et quand ils arrivent aux arènes, là, ils vont les mettre dans les loges jusqu'à l'heure de la course. Voilà. Les bêtes en place, c'est maintenant au tour des hommes de se préparer.
En attendant la course, Christian veut nous montrer le petit atelier de Florence Séby qui fabrique et brode les boléros. Salut Flo. Bonjour Christian. Comment vas-tu? Ça va, en plein travail. Oui, c'est toi qui fais tous les boléros ou... Alors, c'est moi qui en fais une grande partie, oui. Je suis la dernière vraiment dans les Landes à les faire. J'ai appris mon travail avec vraiment un maître tailleur et avec une dame qui ne faisait que ça, broder des boléros. D'accord. Moi, je veux quand même conserver le travail à l'ancienne. Et si tu peux me le montrer en détail, parce que le boléro, je connais ça que de loin, quoi. Alors, le boléro, on commence déjà par... C'est matelassé. C'est matelassé, voilà. Je confectionne une carcasse. Ouais. Et c'est ce qui sert un petit peu à amortir les chocs, mais surtout à donner de la tenue au boléro. Et ensuite vient la décoration ou le... Alors je brode, alors soit, la broderie. Soit voilà, broder, soit le dessin seul pour un boléro de travail, soit des paillettes que je rajoute pour un boléro de parade. D'accord. Voilà. Alors le boléro ne se ferme pas pour la bonne et simple raison qu'il y a un gilet qui va dessous. Ouais. Voilà, fermé par des boutons pression. D'accord. Pour aussi avoir un petit peu plus de tenue. C'est ça. Donc l'écarteur, oui, c'est ça, on le remarque sur les écarteurs, ils ferment leur boléro. Voilà. C'est ça. Je suis entre 10-12 boléros durant l'hiver. Moi, je confectionne beaucoup l'hiver. Ouais. L'été, je me sers pour réparer. En général, juillet-août, je répare les boléros. Parce que les vaches, quand elles sont en piste, ne regardent pas le temps que j'y passe à les faire. Sport traditionnel des Landes, la course de vaches est une des 4 formes de tauromachie pratiquées dans le monde. Il n'y a pas de mise à mort de l'animal, ni au cours de la course, ni après. Pour les membres de la quadrilla, il faut être sur ses gardes. La moindre erreur peut les envoyer mordre la poussière. La course de vaches landaise est un des témoins de la forte identité de ce département des Landes. Cette région concilie à merveille une tradition d'accueil et une histoire forte, inscrite dans le paysage et dans le cœur de ses habitants. Pour un voyage magique, embarquez sans attendre au pays des Landes de Gascogne.